Pour de nouvelles informations. On retourne donc dans le défilé parisien. On est évidemment sur cette contestation au texte qui est débattu en ce moment même à l'Assemblée. La rue peut-elle se faire entendre contre cette réforme des retraites? Lucas Ajdela, vous êtes au cœur du cortège parisien et vous êtes avec une femme, Marianne en l'occurrence. Elle est retraitée. Je crois qu'elle était déjà là la dernière fois. Oui, effectivement, Bénédicte, elle était là la dernière fois. Marianne, elle n'était pas là lors de la première manifestation le 19 janvier. Marianne, vous nous disiez, vous trouviez qu'il y a peut-être un petit peu moins de monde, même si c'est difficile de dire vu d'ici. Oui, c'est difficile. Effectivement, quand j'écoute la plupart de mes amis autour de moi me disent qu'il y a peut-être un petit peu moins de monde, mais c'est normal aussi. 2 fois dans la semaine, les gens on espère tous qu'ils viennent samedi. Ça sera peut-être plus simple pour eux de venir samedi. Est-ce que ça vous inquiète le fait que la mobilisation puisse un tout petit peu faiblir ? Non, je m'inquiète pas, j'ai confiance. Je pense que voilà, samedi, il y aura du monde. Et vous, alors, vous êtes retraité, et pourquoi vous vouliez venir marquer votre opposition à ce projet malgré tout ? Parce que j'ai plein d'amis plus jeunes que moi, elles ont encore des années à faire, que j'ai moi-même été en confrontation sur les 2 dernières années sur ce problème de 60 ans, 61, 62, 63. Il y a des métiers qui sont difficiles. Donc moi je pense que sur des métiers où il y a vraiment de la pénibilité, il y a vraiment des choses à revoir, il y a des gens en souffrance, donc je suis là pour les accompagner. Je suis solidaire. Merci beaucoup Marianne. Donc le cortège qui continue son chemin, vous le voyez. Et effectivement, ce que nous disait Marianne et qu'on remarque aussi, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un peu moins de monde, mais il y a, vous le voyez d'ailleurs sur ces images de Marine Truchot sûrement, il y a beaucoup de jeunes encore. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se confirme par rapport à la semaine dernière. Les jeunes sont de plus en plus présents dans les cortèges. Merci beaucoup Lucas, merci à Marine Truchot pour les images et à votre invité, Marianne évidemment. Ça me fait rebondir sur la question que je vous posais tout à l'heure, Jean-François Amadieu. C'est vrai qu'on voit pas mal de jeunes sur ces images. Alors, on n'a pas de chiffres, c'est compliqué de faire une généralité. Tout à l'heure, vous me disiez que malgré tout, que vous pensiez que sur cette mobilisation-là précisément, si elle reste sur les retraites, ça prendra pas forcément beaucoup d'ampleur chez les jeunes. Pourquoi ? Ce qui est certain, c'est que depuis, disons, 2008-2009, dans les universités, on ne trouve pas de grande mobilisation. Donc, après la crise du CPE, dans les années qui ont suivi, au moment de réforme des universités, là, il y avait une situation qui était même assez agitée. C'est plus le cas depuis quelque temps. Ça correspond aussi à l'affaiblissement de l'UNEF dans les universités. Donc, il y a plusieurs raisons. Le contexte actuel, peut-être en effet Parcoursup, d'autres... En tous les cas, les étudiants, dans la période, ne paraissent pas se mobiliser beaucoup. Et aujourd'hui, on trouve quelques universités qu'on connaît bien en France qui ont répondu présent aujourd'hui. Donc, ce n'est pas très massif. Peut-être que samedi, ce sera différent. Il faut voir, les étudiants auront moins cours, ils pourront peut-être le faire. Ça, c'est possible. Et puis, c'est calme dans les lycées. On aurait pu s'attendre, notamment dans certains lycées parisiens, à des blocages ou à des établissements qui ferment, des lycéens qui sortent de leurs établissements. On l'a vu dans d'autres occasions. Là, ce n'est pas le cas. Là aussi, c'est resté pour l'instant particulièrement calme. Mais on ne peut jamais préjuger la suite. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui paraît caractériser le mouvement actuellement. On peut imaginer, Damien Fleureau, le vœu de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'évidemment les luttes convergent, etc. Oui, d'ailleurs, sur tous les réseaux LFI, on retweet et on fait circuler une photo de la fac de Rennes 2, bloquée avec une AG. On voit plusieurs centaines d'étudiants. Et donc, effectivement, on rêve, entre guillemets, du côté de la France Insoumise, de voir des cortèges d'étudiants dans les rues. Ce n'est pas le cas actuellement. C'est vrai qu'on surveille cette mobilisation de jeunes comme le lait sur le feu au ministère de l'Éducation nationale. Dans les rectorats, eh bien, on veille sur les réseaux sociaux et on surveille les mots d'ordre parce qu'il y a des appels à des rassemblements devant tel ou tel lycée, ce qui permet aux autorités d'aller disposer les forces de l'ordre tôt le matin pour éviter les blocages. Le mot d'ordre, c'est il faut laisser rentrer les lycéens dans les lycées. Il peut y avoir un blocus, éventuellement, quelques poubelles devant une porte d'entrée, mais il faut que le lycée ouvre pour que le gros des lycéens qui ne sont pas, en fait,
forcément très politisés, rentrent dans l'enceinte du lycée. Il y a cours, il n'y a pas cours, mais c'est pas grave, au moins ils sont à l'intérieur et ils ne vont pas rejoindre éventuellement un cortège. Donc on surveille comme le lait sur le feu cette mobilisation et on a une organisation de veille sur les réseaux sociaux très au point visible. Alors l'autre enjeu, ce sont aussi, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais c'est important, les salariés du privé, parce qu'eux peuvent faire du chiffre évidemment s'ils vont manifester. On sait que c'est toujours un peu plus compliqué quand on est salarié du privé d'aller manifester dans la rue. Alors justement, Florence O'Kelly, vous êtes avec Frédéric et Élodie qui bossent dans le privé tous les deux. Oui, dans une très grande entreprise française et qui sont là pour la troisième journée de mobilisation, troisième manifestation pour Frédéric et Élodie. Bonjour. C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué quand on est salarié du privé de venir dans ce genre de mouvement. Oui, c'est vrai, parce que les gens n'osent pas forcément s'afficher. On a croisé des collègues aujourd'hui en grève et qui finalement ont posé une demi-journée. Mais c'est quand même un signe, ça, quand les collègues se mobilisent aussi sous cette forme-là. C'est que c'est des sujets qui touchent toute la population, donc voilà. Ça peut être la clé de ce mouvement, justement, la mobilisation du privé, ça la sera ? C'est plutôt la mobilisation la plus large possible et on a des beaux mouvements et ça fait plaisir. Et que c'est vrai que, voilà, aussi bien en province qu'en région parisienne, si le public et le privé s'y mettent, c'est ce qui peut faire encore alimenter ce message que l'opinion publique au global est contre ce projet qui est juste injuste. C'est vrai que faire la grève, c'est aussi perdre une journée de salaire sur un mouvement qui dure et qui manifestement est amené à durer. Ça vous inquiète dans le risque que ça fait peser sur la mobilisation, notamment de ces salariés du privé ? C'est un mal pour la rien. Après, finalement, le but, c'est derrière de pouvoir gagner aussi de l'argent plus rapidement. Moi, je suis donc une femme et je suis encore plus impactée par cette réforme qui est complètement injuste. Où, oui, on est dans le privé, certes, mais on est autant impacté que tout le monde. On va avoir des mois à faire en plus. Les gens qui ont eu des carrières fractionnées, les femmes plutôt qui ont eu des carrières fractionnées, se le prennent en pleine face. On a des collègues qui prennent plus de 5 trimestres en plus si la réforme passe. C'est beaucoup quand même, je pense. Mais merci. Merci à vous. Merci Frédéric et Élodie. On vous laisse continuer votre marche. Merci à vous. Vous voyez, donc c'est important aussi pour eux de montrer par leurs pancartes que vous n'avez pas vues mais qui sont fortes, de montrer que le privé se mobilise, qu'il n'y a pas bien sûr que les cheminots et les autres régimes spéciaux qui sont concernés, que cette réforme elle concerne en fait l'ensemble des Français. Merci beaucoup, merci Florence, Thibaut Bruck pour les images. Le chiffre de la CGT qui vient de tomber pour la manifestation parisienne. La CGT affirme qu'il y a 400 000 manifestants, chiffre similaire à celui de la semaine dernière. Adrien Jeanne, il y a quelque chose qui me frappe depuis tout à l'heure, c'est que ces gens que nos équipes interviewent, on a beaucoup d'équipes sur le terrain et puis qui vont voir des gens qui soient salariés du privé, de tous âges, etc. Je trouve que globalement, ces gens-là, vous avez peut-être trouvé ma question un peu particulière, mais ces gens-là, ils ont le sourire. On ne voit pas une espèce de colère pas contenue qu'il y avait par exemple dans les défilés des Gilets jaunes. On voit que c'est je sais pas comment dire. Une forme de satisfaction de se retrouver. En fait, ouais. Il se trouve que factuellement, c'est un mouvement social d'ampleur, même s'il venait à se tasser aujourd'hui quand on aura l'ensemble des chiffres. Il y a quand même l'idée qu'on se retrouve pour un combat commun, qui est un projet de société et un projet économique qui est différent, dans des cortèges qui jusqu'ici se sont plutôt bien déroulés, sans heurts majeurs, et avec l'idée que c'est possible de faire entendre une voix dans ce pays, de mener un combat politique. Bon, après, c'est une bonne chose qu'ils soient satisfaits aujourd'hui. Ils le seront peut-être moins dans quelques semaines s'ils voient que leur mobilisation in fine n'a servi que peu. Parce que certes, le gouvernement dit « j'entends ». J'écoute, je tiens compte des propositions des syndicats qui ont été faites, des propositions de l'opposition, les Républicains en particulier. Mais bon, on a bien vu après les 2 premières journées d'action qu'il n'y avait pas de volonté de bouger sur l'âge. Je suis assez convaincu que les messages que vous entendrez du gouvernement ces prochaines heures seront exactement identiques. Il n'y a aucune raison aujourd'hui que le gouvernement bouge davantage qu'après les 2 premières journées. Et c'est peut-être aussi à ce moment-là, en fait, c'est au fil des semaines que les manifestants vont peut-être eux-mêmes s'user, s'agacer, s'irriter, et on n'aura peut-être pas tout à fait la même ambiance après 4, 5, 6, 7, 8 journées d'action qu'aux toutes premières. Ouais, alors c'est ça la question, Soisic, c'est est-ce qu'ils peuvent, ces manifestants, par le nombre, par l'ampleur, par la durée, etc., faire entendre leur voix ? Est-ce que le gouvernement va jouer sur un pourrissement du mouvement, quitte à risquer effectivement une tension plus forte ? Enfin, tout ça se joue sur un fil quand même, hein.
Oui, mais c'est vrai qu'il émane une forme de force tranquille de ces images. Alors, pour l'instant, oui. J'utilise cette image parce qu'évidemment, beaucoup pensent qu'il y a toute une partie du peuple de gauche qui se reconstitue. Alors, c'est plus compliqué que ça, évidemment. Marine Le Pen a raison de dire qu'il y a aussi des adhérents du Rassemblement, enfin des sympathisants en tout cas, du Rassemblement national dans la manif. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas tous sur les mêmes temporalités. On voit bien, quand on écoute tout ce qui vient de l'Élysée en ce moment, ils sont déjà en train de nous parler du mois de juin, des européennes, des Jeux Olympiques. En gros, ils ont déjà dépassé ce mouvement en disant nous, on est déjà plus loin, on se projette, mais il y a un moment, ils reconnaissent qu'ils ont tous les outils de toute façon démocratiques pour que la réforme passe. Avec ou sans 49.3, le 47.1, ordonnance, enfin, tout. Mais après, ça laissera des traces dans le pays, puisqu'il y a une opposition, justement, tranquille. On peut pas dire que cette opposition est une opposition violente, caricaturale, etc. Non, c'est des gens qui, tranquillement, disent non. Non, tout simplement non. Et donc, la question, c'est le moment de l'addition après. Et d'ailleurs, on voit, quand on écoute Monsieur Martinez, Monsieur Berger, il y a toute une série de responsables politiques aussi qui le disent. Alors évidemment, certains avec des sous-entendus ou en tout cas des volontés de pousser leur propre projet, mais qui disent au résultat, et on l'entend tout le temps, c'est Marine Le Pen en 2027. Donc, maintenant, ça passera, mais qu'est-ce que ça donnera en 2027 ? Et on sait que c'est un des soucis d'Emmanuel Macron qui ne veut pas être Barack Obama, c'est-à-dire qu'il ne veut pas un Donald Trump ou équivalent français, enfin, même si Marine Le Pen n'est pas vraiment l'équivalent de Donald Trump, mais en tout cas un leader à la base anti-système après lui. Et donc, à ça, ces troupes répondent, on verra après 2024, on fera les propositions après 2024 pour effacer ce ressentiment. Parce qu'il va y avoir un ressentiment, c'est inévitable. Alors justement, parlons-en de Marine Le Pen, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure aussi, Maurice Safran. C'est vrai qu'elle, Marine Le Pen, elle est calme dans l'hémicycle, elle vote les propositions d'ailleurs de certains députés de gauche. Elle ne manifeste pas, alors qu'évidemment, une partie de sa base électorale est certainement dans la rue aujourd'hui. Et pourtant, on dit que c'est elle qui bénéficie le plus de la situation. Ça paraît Sur le plan politique, ça semble assez évident, puisque d'une part, pour l'instant, la gauche de gouvernement a totalement disparu. On a à l'Assemblée nationale une gauche de gauche, c'est tout à fait respectable, mais c'est plus une gauche de gouvernement. Le grand parti de la droite est devenu un petit parti totalement divisé. Et dans le camp macroniste, il y a très peu d'idées qui sortent et peu de personnalités qui émergent, alors qu'Emmanuel Macron ne peut plus se... La gauche actuelle, représentée à l'Assemblée nationale, elle prétend gouverner le pays. Oui, non, c'est mon analyse. Voilà. Oui, c'est mon analyse, bien entendu. Mais elle se revendique complètement. Moi, je pense que ce n'est plus une gauche de gouvernement du tout et que c'est une gauche de gauche. Bon, donc effectivement, sur le plan politique, dans le contexte actuel, ça lui est extrêmement favorable. Deux remarques. Un, il ne faudrait pas que le gouvernement, j'espère qu'il ne fera pas cette erreur, n'analyse pas de façon trop positive pour lui le fait qu'il y ait moins de manifestants dans cette manif aujourd'hui, parce que c'est clair qu'il y a moins de manifestants. Et secondo, et c'est extrêmement frappant, tous les interviews des reporters de LCI, tous les interviews, l'ensemble des gens qui ont répondu aux questions ont utilisé le même mot, injuste. Ouais. Absolument tous. C'est vrai. 10 sur 10. Et donc le vrai échec du gouvernement dans la population, je parle sur le plan politique, ni à l'Assemblée, ni avec les... Le grand échec du gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, on en a encore la preuve cet après-midi, une immense majorité de Français considère qu'elle est injuste. Et sauf que c'était justement l'argument du gouvernement. Alors Olivier Dussopt pourra y répondre ce soir, il est l'invité de Routel Krief. Oui, c'est vrai. Il y avait il y a depuis le départ deux arguments. Juste et nécessaire. Voilà. Juste et nécessaire. Donc ce débat sur la justesse, la justice sociale, effectivement, c'est perdu depuis longtemps. C'est encore spectaculaire aujourd'hui. Et ça n'a pas bougé. Il demeure qu'il y a la nécessité d'un équilibre financier à trouver pour préserver un système, et c'est ce qu'on entend du côté de la majorité, c'est le discours de Gabriel Attal, il l'a répété haut et fort hier à l'Assemblée nationale, et à ce stade, c'est pas encore complètement perdu pour la majorité, donc c'est peut-être le point positif, ou les deux points positifs, un peu moins de mobilisation dans la rue, et peut-être encore des Français qui se disent il faut trouver une voie pour préserver ce système, même si la gauche
contestent bien. On dit qu'il n'y a pas d'urgence. Oui, bien sûr. Et puis au-delà des deux arguments, pardon, juste nécessaire. En fait, je crois que le gouvernement, progressivement, est en train de prendre conscience que de toute façon, la bataille de l'opinion, elle est perdue. Voilà. Et qu'en fait, ça n'a pas marché avec Juste, ça ne marche pas avec Nécessaire. Donc en fait, d'une certaine manière, c'est aussi la raison pour laquelle le gouvernement se donne tant de mal sur la bataille parlementaire pour réussir à dégager un consensus, et que la Première ministre et son ministre du Travail, encore cet après-midi aux questions au gouvernement, continuent d'envoyer des regards en direction de la droite, parce que c'est leur seul salut possible. Mais d'ailleurs, ils le disent. Vous nous souligniez hier que Gabriel Attal disait on n'est pas en train de faire une réforme électoraliste. On a bien compris que c'était... D'assumer l'impopularité, de dire c'est impopulaire, mais c'est nécessaire. Maintenant, on ne le dit plus pour convaincre l'opinion, on le dit pour dire aux Républicains, votez avec nous, parce que c'est une réforme qui rejoint nos projets communs. D'une certaine manière, c'est donc un double échec. Faut espérer pour le gouvernement, si on se met de son point de vue, qu'il puisse parvenir à un vote, et à un vote majoritaire au Parlement, parce que sinon, il aura perdu sur tous les tableaux. Peut-être qu'in fine, la réforme sera adoptée quand même, parce que les outils institutionnels permettent qu'elle passe, y compris s'il n'y a pas de vote, entre la procédure encadrée par la Constitution pour le projet de loi de financement de la Sécu et l'artifice du 49.3 qu'on connaît déjà. Mais la cicatrice serait très importante. Pour le coup, là, pas de légitimité par la rue, par le vote, par l'opinion, ça commencerait à faire beaucoup. Et là, on reviendrait à notre sujet précédent, qui est l'addition à payer le moment venu, et les traces que ça laissera dans le pays. J'ai lu, Jean-François Amadieu, que certains sociologues, je ne sais pas si vous en faites partie, disent que depuis l'après-guerre, notre société n'a jamais été aussi inégalitaire. Est-ce que c'est vrai ? Parce que c'est ça qui transparaît en fait beaucoup là dans les arguments notamment pense à la France insoumise, mais pas uniquement. Non, alors c'est un débat effectivement qui entre les spécialistes existe actuellement. C'est pas si évident en réalité. Ça dépend des périodes de référence que vous prenez pour mesurer les inégalités, en particulier de patrimoine dans la société française. Bon. Mais la France n'est pas le pays qui connaît un accroissement des inégalités le plus fort, comme on a pu le connaître dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis, etc. Ce qui est certain, c'est que l'opinion publique, par contre, les Français, c'est vrai aussi dans les autres pays, ressentent beaucoup, contestent beaucoup les inégalités qu'ils observent. Ça, c'est très très clair, on le voit dans tous les sondages. Donc ça, c'est le sentiment des Français de ces inégalités. Peut-être parce que la France est un pays attaché à l'égalité, mais on ne peut pas faire le constat aussi brutal d'un accroissement des inégalités. Je sais qu'en tous les cas, entre les spécialistes qui le regardent, c'est la conclusion qu'on peut faire. Et sur un autre point qui est aussi est sans équivalent par rapport aux réformes précédentes qu'on a pu connaître, et il faut le dire, c'est qu'il y avait eu en 2019-2020, là aussi, des mobilisations et un projet. Il avait été voté en première lecture. Cette réforme était juste et nécessaire à l'époque, si on reprend les mêmes expressions. Elle était, la CFDT d'ailleurs, était pour cette réforme. Curieusement, elle a été abandonnée, mais la réforme n'a pas été reprise. Qu'est-ce qui empêchait au Parlement de reprendre le texte, puisque si la réforme était bonne, pourquoi ne pas l'avoir reprise ? Donc c'est un peu troublant. Aujourd'hui, voilà une autre réforme. D'ailleurs, vous savez que dans les sondages, les Français préféraient la réforme précédente.